Bonjour, chers amis, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, on va voyager par procuration. J'ai invité pour vous la grande voyageuse qui est Marilyn Arpin. Bienvenue, Marilyn. Merci. Et je vous la présente pour qu'elle nous fasse ses récits de voyage, puis qu'elle nous donne un peu l'envie de partir sous d'autres cieux. Je pense qu'on l'a peut-être déjà, mais en tout cas, tu vas nous raviver ça. Certainement. Je t'ai connue, Marilyn, parce que tu voulais partir en voyage. Ça fait déjà 20 quelques années, mais déjà, tu avais le goût de visiter d'autres pays. D'où ça te vient, cette envie de voyager? Je pense que c'est la contamination par... Toi aussi? Oui, je vais vous contaminer peut-être bien aujourd'hui, mais la contamination par l'entourage enfant, d'avoir un oncle qui était photographe professionnel, puis que je recevais des cartes postales de l'étranger toute jeune. Fait que je pense déjà que ça a nourri mon imaginaire en ce sens-là, de découvrir outre-mer, d'autres contrées lointaines. Puis par la suite, mes frères qui sont un peu plus âgés que moi, de leurs amis, jeunes adultes, ayant le goût pour l'aventure, partaient faire les vendanges. Puis là, je me suis dit, j'irai pas travailler dans un vignoble, mais il existe des choses comme fille au père ou bien je ne savais trop. Puis finalement, après mon cégep, j'ai quand même nourri cette idée-là de partir. Puis de moi-même, j'ai construit mon voyage en lançant des CV dans des ranchs en Espagne. Quand même! Rien de moins. Donc, de solliciter des endroits pour dire, pourrais-je être une fille au père, m'occuper des chevaux, être logée, nourrie en échange. Qu'est-ce que ça veut dire, fille au père? C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Je crois qu'il y a des vraies agences en ce sens-là. Moi, j'ai vraiment parti de moi-même. C'était 2004. Oui, on retourne quand même 20 ans en arrière, plus de 20 ans. Mais c'est des organisations où on peut être logé dans une famille, puis aider à la maison. À condition de rendre service. Exactement. Donc, soit aider aux tâches ménagères avec les enfants, puis on a l'opportunité, nous, d'être dans un pays étranger avec une nouvelle langue. Donc, vraiment s'acculturer, développer une nouvelle langue. Et pour moi, c'était l'espagnol qui m'intéressait. T'avais envie d'apprendre l'espagnol. Définitivement. Donc, puis j'étais après mon cégep, technique juridique. Tu te cherchais un peu? Je me cherchais pour la suite des choses à 20 ans. Fait que rien de moins, je suis partie à l'aventure avec un billet d'avion ouvert 1 an. Quand même! Oui, au détriment de mes parents. Oui, c'est ça, à la grande... J'imagine, quelle a été leur réaction à eux de te voir partir aussi jeune? Est-ce que tu avais 18 ans? Oui, j'avais 20 ans en fait. Tu avais 20 ans. Après le cégep, là, une technique de 3 ans, donc j'avais 20 ans. De partir comme ça, c'est sûr que je m'étais référée un peu à mon oncle qui avait l'habitude des voyages. Tu avais des appuis? Un peu, mais tu avais de l'opposition. Quand même. Quand même. Mais curieusement, j'ai quand même pris plus d'1 an à préparer mon voyage. Je terminais ma technique. Je savais très bien que je ne poursuivrais pas dans ce domaine-là. Mais pendant ma dernière année d'études, c'est là que j'ai sollicité divers endroits pour aller en Espagne. Je m'étais ouvert un journal de bord également, dans lequel j'avais écrit mes souhaits de partir à la rencontre de moi-même. Ah, c'était ça la quête. Oui. À 20 ans, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours? Comme si à 20 ans, on est un peu à l'époque de nos parents, grands-parents, où on rentre dans une usine pour 35 ans. Puis... Ah oui. Mais je savais que c'était pas fatal de déterminer mon avenir, mais je savais pas quelle direction prendre. Donc, dans mon journal de bord, j'avais pris des photos de jeunesse, de moi à la montagne, de moi à l'écurie chez une amie avec les chevaux. Puis j'avais comme lancé à l'univers un peu que Dieu me guide dans cette aventure. Puis, il y avait un ranch qui m'avait répondu en Andalousie, donc tout au sud de l'Espagne, qui m'ont accueilli dans mon début de périple. Après 1 mois, par contre, donc j'ai passé mon 1er mois en Espagne. Donc là, tu te prépares, tu fais ton journal, tu envoies des CV un peu partout avec un organisme. Bien, en fait, je l'ai fait de moi-même. Je savais que Filles au père existait, mais j'ai pas passé vers l'organisation. J'avais une liberté que je souhaitais. Là. Je ne sais pas avoir d'attache comme telle. OK. Tu es appelé par un ranch, tu réponds, tu pars. Oui, exactement. Fait que je me retrouve à Algeciras. Okay. Donc, tout au sud là, de l'Espagne. En fait, c'est Arimena de la Frontera. Vraiment, là, tout au sud de l'Espagne, là, à 1 heure là, de la traversée de Gibraltar pour me rendre au Maroc.
Donc, je me retrouve chez des gens en Andalousie à m'occuper des chevaux, le matin, les nourrir et tout ça. Il y avait un petit gîte, un peu comme un bed and breakfast. Oui. Donc, on accueillait des gens étrangers. Des Allemands qui habitaient au Canada étaient venus de passage là-bas. Fait que ça a été quand même une façon de fraterniser. Mais les gens qui occupaient le ranch, ben, disons que c'était des gens qui étaient très dans la tâche. Moi, je viens de la campagne. Puis, j'ai 2 fermes laitières dans la famille. Puis, je m'attendais à trouver un peu un aspect familial, justement, de collaboration, de partage, des gens qui me prennent un peu sous leur aile. Puis, finalement, ben, j'étais un peu comme leur employé. Ah, OK. Fait que j'ai eu une petite déception. Puis, de part et d'autre, on a convenu que je partais pour le temps des fêtes. J'avais déjà d'autres choses de prévues, mais que je ne revenais pas au printemps pour passer ma saison d'été là-bas. OK. J'avais quelques connaissances, une tante qui est religieuse, qui fait partie de la famille Myriam Bethléem, puis qui a une maison à Jambes, près de Namur, en Belgique. OK. Donc, mon circuit était prévu jusque-là en janvier 2005. Ce qui n'est pas nommé encore, c'est qu'une semaine avant que je parte pour mon grand périple, je vais souper chez une amie, un souper d'adieu, puis son coloc, il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire en Europe? Ouais. Je pars pour l'aventure, la montagne, les chevaux. Il me dit « Ah, mais si t'aimes l'aventure, il dit « Il y a un chemin là qui s'appelle Compostelle, en Espagne. » Genre « Oui! » À ce moment-là, en 2004, peu de gens l'avaient popularisé. Marcel Leboeuf en parlait à peine à l'époque, puis ben Dave Morissette ne l'avait pas fait encore. Donc, sans savoir pourquoi, une semaine avant, je savais que Compostelle ferait partie de cette année-là. Ça t'appelait. Définitivement. J'achetais un livre de marche qui parlait des étapes du chemin, mes bottines de rando, puis je m'étais dit, pendant cette année-là, quelque part, ça va rentrer dans mon itinéraire. Donc, au ranch, ça ne fonctionne plus. Je me retrouve en Belgique, dans la communauté religieuse de ma tante. Ma tante est au Québec, dans la région de Bécomo. Donc, je me retrouve en Belgique. Tu es accueillie dans une famille. Là, oui, exactement. Via la communauté, j'ai une famille qui, eux, m'ont pris sur leur aile. Puis dans cet endroit-là, vraiment, c'est devenu une famille de cœur, une famille adoptive. Parfois, je me plais à parler de mes grands-parents belges. Les gens disent « Quoi, t'es belge? » Non, non, mes grands-parents adoptifs, mes grands-parents de cœur. Là-bas, vraiment, ce que j'aurais souhaité trouver sur le ranch en Espagne, mais je l'ai trouvé en Belgique. Et non seulement j'ai trouvé une famille de cœur, mais il y avait des chevaux en plus. OK. Puis 5 petits-enfants. C'était le kit complet. Oui, vraiment. Puis des gens qui ont la foi, qui m'ont aidé également à grandir dans ma foi. Moi, j'ai pour mon dire qu'à 20 ans, j'ai confirmé ma foi. Parce que... La foi, par la famille, on est baptisé par tradition, par valeur, par transmission, mais s'approprier réellement sa foi, aller à la rencontre de Dieu, au-delà de participer à la messe pour suivre la famille, c'est vraiment ma foi. Ça t'est arrivé là, en voyage. Exactement, définitivement. Dieu connaissait ton adresse. Oui. Il savait où tu étais. Oui. Puis je pense que c'est vraiment un Dieu providence qui m'a accompagnée. Durant cette année-là. Durant cette année-là, de mettre d'une fois à l'autre, parce que oui, maintenant j'avais mon pied à terre en Belgique, mais je voulais aller faire mon Compostelle. Puis après Compostelle, je descendais au Portugal, je suis allée en France, je suis allée en Italie, je suis allée d'ailleurs, 2005, c'était l'année des Journées mondiales de la jeunesse en Allemagne, avec le nouveau pape de l'époque, Benoît XVI. Donc, j'ai vraiment été nourrie à avoir la chance de passer par Lourdes pour baigner mes pieds avant Compostelle. Quand même! D'aller à Fatima après avoir fait mon Compostelle. 2 beaux centres de pèlerinage marial. Définitivement. Puis ensuite, de boucler ça en août 2005 avec la Journée mondiale des jeunesses, avec le pape, avant de rentrer à l'automne au pays. Marilyn, quand on revient d'un voyage aussi palpitant, aussi excitant, il doit y avoir une espèce de creux de vague. Oui. L'adrénaline, le retour, les bleus. Oui. Comment ça se passe à ce moment-là? Autant qu'on peut avoir des périodes à l'extérieur, éloignées, qu'on peut être homesick, qu'on appelle s'ennuyer de la maison. S'ennuyer. Autant que de revenir, être partie 6 mois, m'en a pris tout autant à m'en remettre. J'avais sous-loué ma chambre d'appartement sur la rue La Jeunesse à Montréal. J'habitais près du métro Crémazie. De l'autre côté du métropolitain, il y a une grosse église qui était occupée par des rédemptoristes à l'époque,
Quand je suis revenue, ça m'a vraiment pris du temps à me resituer. Autant j'étais partie à la rencontre de moi-même que je me suis confirmée dans ma foi que je savais pas plus ce que je voulais faire de mes études ni de mon travail. Donc, il y avait la messe à 7h30 tous les matins. Puis comme ça m'a pris un temps à me retrouver une occupation, j'ai eu la chance de continuer à cheminer avec les rédemptoristes. Tu as trouvé des gens qui se sont adressés. Tout au bout de ma rue, à 5 minutes à pied. J'ai eu la chance d'avoir un milieu d'appartenance pour continuer à nourrir ma foi. Parce que mon 9 mois d'Europe, ça a été un boom, ça a été un brasier. Puis revenir, c'est très difficile. Bien, en fait, c'est que vivre avec Dieu Providence, c'est rencontrer une personne qui nous amène vers ailleurs, qui nous amène à gauche, c'est très à droite. Excitant, c'est un petit peu embêtant, épeurant, mais au retour, il y a Oui, mais je pense que j'ai été très bénie, protégée par là-bas. Mais d'être ici par la suite, qu'est-ce que je fais? Puis dans l'étourdissement un peu avec nos amis, quand on est seul, ben est-ce que je décide de faire tel musée? J'ai très bien le souvenir encore aujourd'hui d'être en Suisse, à Genève. Puis est-ce que je paye 10 € pour faire le musée de la Croix-Rouge? Bof, est-ce que moi, Marilyn Arpin, ça me tente réellement? Si je suis avec des amis, quand on va au cinéma, quel film veux-tu voir? Ah, ça me dérange pas, je choisis. N'importe lequel. Mais moi, j'étais vraiment partie pour faire des choix. Fait que oui, j'ai fait des choix. Oui, je me suis laissée porter à la fois dans ce que Dieu mettait sur ma route, avec confiance, avec abandon. Fait que revenir, c'est pas aussi facile d'être... Tu avais fait aussi, là, pour qu'on se comprenne bien, tu avais déjà tout fait ton chemin de Compostelle aussi. Donc, mon Compostelle s'est inscrit après 6 mois de mon départ. OK, d'accord. Oui, donc à l'intérieur de mon 9 mois... Dans les premiers 6 mois, Donc, j'étais en Belgique principalement. J'aidais mes grands-parents à cultiver le jardin, à nourrir les animaux. Mais avant ton retour, oui, j'ai eu la chance de faire... oui, donc moi, je suis partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce qui représente un 800 km à l'intérieur de 29 jours environ, là, pour se rendre à pied jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça aussi, c'est une partie très excitante, je dirais, du voyage. Définitivement, oui. L'inconnu, très aussi confrontante. Oui, parce que j'ai découvert à 20 ans que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Tu as frappé tes limites. Quand on a des ampoules aux pieds, est-ce que je continue? Puis quand on marche seul, quelle est notre motivation? Ouais. Quelle est notre motivation pour continuer à mettre un pied devant l'autre? Des fois, on se dit, ben là, tu fais juste arrêter. Ma motivation, je l'ai trouvée à travers les gens sur la route que j'ai rencontrés. C'est beau. Après 3 jours de marche, j'ai rencontré 2 frères qui venaient de Nouvelle-Zélande. Puis leur père, il avait 72 ans, il était à vélo. Pour lui, c'était pas son premier Compostelle, mais il est revenu le faire avec ses fils qui, eux, marchaient. Monsieur avançait à vélo, donc monsieur faisait des petites étapes à vélo, mais nous, on pouvait marcher un 20, 30, jusqu'à 40 km par jour. Quand même! C'était tout un dépassement de savoir repousser sa limite, parce que moi seule, bof, la fatigue nous gagne. 10-15 km. Exactement, la fatigue, jusqu'où on peut aller. Mais avec l'engouement, peut-être un peu d'orgueil, mais avec l'envie de suivre ces gens-là, à notre rythme, on se rejoignait à tel endroit pour dîner. Le monsieur qui était à vélo avait déjà fait les courses pour une baguette de pain, saucisson, fromage qui nous attendait. Fait que c'était vraiment dans une belle fraternité, dans un accueil que j'ai rencontré des pèlerins avec qui faire la route. Une fraternité improvisée. Définitivement. Laissée au hasard de la Providence. Définitivement. Quand même, c'est très inspirant. Puis de la Providence, parce que le fait qu'on s'était fait un petit groupe, arriver à un hébergement 6 personnes ensemble... Oh là là, vous étiez 6? ...n'était pas garant d'avoir un lit. Ah oui. Fait que je me souviens très bien dans le vouloir des pas pouvoir, quand j'avais les ampoules aux pieds, puis qu'on arrivait 6 après 30 km, puis que l'aubergiste nous dit « Malheureusement, c'est complet, vous devez continuer 6 km plus loin. » Ouf! Quand on pense « puncher out » de notre journée, qu'on a terminé notre journée de travail, ben, ça prend beaucoup de motivation pour continuer. Parce que, c'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs types d'hébergements sur le chemin de Compostelle, puis nous, on était en auberge municipale. Donc, pour les pèlerins qu'on appelle premier arrivé, premier servi, donc sans réservation, on est dans des dortoirs de 12 à 50 personnes parfois, des grands dortoirs, des lits superposés, donc vraiment dans l'abandon du chemin. Mais, encore là, une fois, Dieu Providence, la journée qu'on a marché 40 km,
les gens disent « Ah, mais on peut continuer par notre 40, il y a un camping. Puis il dit « Mon père, à vélo, il a sa tente de camping, sûrement. Puis moi, j'avais une petite tente à l'époque, comme c'était mon premier voyage, je pensais pouvoir dormir en bivouac. Fait que là, on s'était dit « On peut s'organiser pour dormir en tente, on sera pas dehors là, si jamais on arrive au camping. » Et la providence de nous dire « Ah, mais si vous êtes des pèlerins, on a un grand hangar avec plein de lits pour les pèlerins. Fait que la journée qu'on a osé, puis je m'étais mis à douter, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là, marcher autant, puis se retrouver dans un village qui aurait peut-être rien pour nous accueillir. Mais finalement, je m'en suis mordu les doigts. Ça a bien Je m'en suis mordu les doigts. Je me suis dit, ouais, ma foi, femme de peu de foi. T'avais mis à l'épreuve ta foi. Ouais, un petit peu. Je m'en étais voulu d'être dans le doute à ce moment-là. Fait que composter, c'est vraiment un abandon, puis des surprises par-dessus surprises. Très. Alors, tu reviens au Québec chargé de toute cette foi naissante parce que tu fais des actes de foi, tu doutes un peu, tu sais pas trop, puis là, tu frappes un peu un mur. Oui. Fait qu'autant que je suis partie de moi, que ça m'en a pris autant m'en remettre, je m'étais mise à faire du bénévolat pour un intervenant de rue à Montréal. Donc, je l'accompagnais pour être un acte de présence auprès des itinérants. Puis, cet homme-là, Daniel Paradis, faisait de l'animation chantée dans des retraites. Puis il me dit « Marilyn, pourrais-tu m'accompagner à Québec, à la Maison du Renouveau? » Il dit « Avec ma femme, on fait la musique en fin de semaine, mais j'aimerais que tu t'occupes de notre petit garçon qui a quelques mois. » Parfait, sans attache, toujours prête à l'aventure. Bien oui, une fin de semaine comme ça. Et la vie m'a bien eu au détour, qui n'était pas le prêtre animateur de cette retraite, cette fin de semaine-là, l'abbé Gérard Marié. Gérard, qui a un grand amour pour les jeunes adultes, m'a bien sûr approché. « D'où viens-tu, jeune fille? Que fais-tu de bon? » Il dit « Ben si tu te cherches. » Il dit « Moi, j'envoie des jeunes missionnaires au Pérou. J'ai dit « Ben voyons donc. » J'ai dit « Là, on est en janvier 2007. J'étais revenue à peine à l'automne 2005. Ça fait un an. J'ai dit, voyons donc, faut que j'aille à l'école un peu, faut que je fasse l'université, faut que je me place dans la vie à 22 ans ou quoi. Tu avais un sentiment d'urgence. Mais je me suis dit, ben non, c'est pas grave. J'ai dit, Gérard, laissez-moi prier là-dessus. Je suis allée à la chapelle ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, ça coûte des sous, tout ça. J'ai dit, c'est de l'organisation, là, qu'est-ce que je fais avec mon logement et tout ça. J'ai dit, je fais que ce soit facile. Je te dis oui, mais organise-toi avec toute la paperasse, avec toute la poutine administrative qui va autour de ça pour partir 6 mois au Pérou. Puis j'ai dit oui. Puis ça a fonctionné. Tout a bien été. Donc, au mois de mars, j'intègre la communauté du désert à Victoriaville parce que c'est quand même un encadrement. Autant qu'à l'Europe, je suis partie seule de moi-même par des connaissances ici et là, j'ai eu des contacts. Mais avec l'abbé Marié, la communauté du désert, on avait vraiment une mission. Oui. Avant le départ, on apprenait le Pérou. On apprenait l'espagnol, L'espagnol, puis on apprenait le Pérou, oui. Oui, à découvrir la culture et tout ça. Donc, j'ai été 2 mois en communauté où j'ai eu la chance d'avoir Yves comme professeur d'espagnol à tous les jours. Donc, c'est une discipline, Marilyn. Oui. Marilyn est la discipline d'un horaire de... Ah, mais ça, je savais le faire. Pour un projet, sans problème. Pour un projet, quand on a une motivation, l'intérêt, il vient. Donc, en 2007, à 22 ans... partie au Pérou. J'ai dit oui pour partir missionnaire. Mais là, Marilyn ne fait pas les choses comme tout le monde. Non, c'est jamais pareil. Non, je peux pas. Non, je ne peux pas. Donc, il n'y avait pas de groupe. Habituellement, cette année-là, on est un groupe qui partons dans la ville d'Iquitos, qui est la capitale de la jungle. Donc, au Pérou, on est un groupe de jeunes pour pas être seul lâché dans la brousse. C'est ça. Dans la jungle urbaine, parce que c'est un autre univers. Puis il faut quand même être solide pour pouvoir ne pas se laisser influencer. Là, Oui, puis c'est difficile aussi par se protéger, la sécurité. Oui, exactement. Mais de par mon chemin, d'avoir été 9 mois en Europe, d'avoir eu cette capacité-là en quelque sorte, je pense que l'abbé Maria a eu confiance d'oser m'envoyer seule, mais il me dit, ma petite fille, je t'enverrai pas dans la ville par contre. Il dit, on a un de nos prêtres qui est là-bas, Yvan, il y a un petit poste où il y a des Ursulines religieuses. Exact. Il dit, t'as la foi en plus. Il dit, je t'envoie avec les Ursulines, ils trouveront bien quelque chose à faire là-bas. Fait que dans un petit village connexe. Ça a été ton 2e voyage. Oui, un embranchement de l'Amazone, de la rivière Amazon, donc dans un petit village de Yanashi, sans électricité,
pas d'eau courante. Mm-hmm. On pense au retour aux vraies valeurs à ce moment-là. Définitivement. Tu es revenu sur toi. Ah oui, quelle belle expérience. 5 mois à être encore une fois une présence. Mm-hmm. Donc, auprès d'un peuple, à découvrir... Que tu as appris à découvrir. Oui, tu as appris à aimer aussi. Définitivement. Tu étais bien. Puis au retour, là, tu étais un peu plus branchée sur ce que tu voulais faire, non? Oui, de par ma mission auprès avec l'intervenant de rue, auprès des itinérants, d'être une présence comme ça auprès des gens, l'intervention m'a vraiment appelée, puis c'est confirmé pour moi pour me confirmer là, en travail social. Ce que tu as fait au retour. En fait, encore là, je n'étais pas tout à fait décidée. Je suis longue à me brancher. Là, je me suis dit psychoéducatrice, psychologue, travailleuse sociale, intervenante, criminologue. Bref, j'avais quand même un domaine. Puis, j'ai continué à cheminer dans ma foi à ce moment-là. Donc, j'étais toujours à Montréal et la famille Myriam Bethléem a une maison à Montréal. Mm-hmm. Donc, j'avais continué avec eux à cheminer dans ma foi, parce qu'on n'oublie pas que mon brasier, il fallait que je continue à l'alimenter. Puis je me souviens que je travaillais un dimanche, puis la famille les Myriam avaient fait une journée de retraite, une journée de prière à l'église Marie-Reine du Monde, dans le centre-ville à Montréal. Puis j'avais 23 ans, en fait, on était peut-être au printemps 2008, donc ça faisait pas 6 mois que j'étais revenue du Pérou. Mm-hmm. Puis après ma journée de travail, c'était pas encore fini les Myriam. Fait que j'allais les rejoindre. Puis à voir qu'une jeune fille de 22 ans, de 23 ans, dit au prêtre, je travaillais aujourd'hui, j'ai pas pu aller à la messe, j'ai pas pu communier. Je peux-tu communier? Là, En tout cas, à voir que spontanément un jeune dit ça. Ouais, bref, il dit oui, mais il dit viens parce que l'événement avait lieu dans la sacristie. Fait qu'il me dit viens, on va aller dans l'église. Puis là, il y avait un peu comme la balustrade qui détermine l'autel avec l'assemblée. Mm-hmm. Puis je m'agenouille devant la balustrade pour recevoir ma communion. Puis quand je lève les yeux, il y avait la statue de Saint-Jacques. Ah, quel clin d'œil. Là, je regarde Saint-Jacques. Je dis, là, je sais, là. J'ai été partie si beau au Pérou. J'ai dit, ça fait pas 1 an que je suis revenue. Puis là, j'étais à l'université comme ça, mais j'ai dit, faites quoi dans ma vie? J'ai goût de ça bouge encore. Il t'a exaucé. Ah, fois 1000. Encore plus. C'est fou, il faut faire attention à ce qu'on demande. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on demande. Autant qu'à 20 ans, quand j'ai fait mon journal de bord, Dieu Providence m'a encore plus nourri à la rencontre de moi-même, de par les écrits, de ce que j'avais souhaité au préalable. Autant que là, Saint-Jacques a fait en sorte que 2 semaines après, le téléphone sonnait. Chez toi. C'est Anne Godbout, la directrice de Spiritour, une agence de voyage à caractère spirituel qui m'appelait parce que là, j'ai escamoté un petit bout d'épisode de vie, mais je l'avais rencontrée en faisant des témoignages dans les écoles, avec la bande FM Foi Édition, une organisation à Montréal, puis je témoignais de mon voyage de Compostelle dans des jeunes écoles secondaires. Madame Godbout était là, j'avais envoyé un courriel avec tous mes pèlerinages, Lourdes, Fatima, que je vous ai raconté au préalable. Puis j'ai dit, on ne sait pas, peut-être qu'on sera appelés à travailler ensemble un jour. En fait, ça, c'était juste avant de partir au Pérou. Okay. J'ai dit, Anne, je m'en vais parfaire mon espagnol. Puis on ne sait pas, un jour, peut-être qu'on sera appelés à travailler ensemble. Tu l'avais déjà dans le cœur. Oui, sans savoir, j'avais lancé une graine, j'avais semé quelque chose. Donc, quand j'ai fait mon clin d'œil à Saint-Jacques, à sa statue en communiant, bien, 2 semaines après, Madame Godbout, en cherchant le courriel de quelqu'un, par hasard, elle est tombée sur le mien. Ah. Puis elle m'a dit, Marilyn, on chercherait un accompagnateur pour un groupe. Pour accompagner des groupes à Compostelle. J'avais même pas 24 ans. À voir que c'est possible d'être appelée à travailler pour une agence de voyage puis accompagner des groupes. Tu l'as fait, tu es revenu plusieurs fois et tu retournes encore cet automne au mois d'août. Oui. Avec un groupe, donc... Toujours pour Spirito. Toujours. Mais là, ce que tu cherches dans tes voyages, Marilyn, l'as-tu trouvé ou bien s'il faut que tu fasses voyage après voyage pour regoûter? Je crois qu'aujourd'hui, là, je vais en être à mon 11e accompagnement, donc mon 12e dont Compostelle. Un avec Gérard en particulier. L'abbé Marié qui était venu, en fait, quand j'avais arrêté par rapport à parce que j'ai fini par aller à l'école. Faire une travailleuse sociale. Oui, pour être travailleuse sociale. Donc, ma dernière année de baccalauréat, avant de commencer à travailler,
l'abbé Marie, il me dit « Ah ouais, Marilyn, il dit, penses-tu que je pourrais venir? » Puis il était venu comme prêtre accompagnateur, puis il avait fait mon dernier à ce moment-là, en 2012, avant que je raccroche mes bottines pour travailler. Puis par la suite, je ne pouvais plus m'engager 1 an d'avance à être sûre d'avoir mes vacances. Parce que tu avais, c'est ça, tu avais un engagement de travail. Exactement. Donc, mais l'appel de Saint-Jacques a été plus fort que moi durant la pandémie, en fait. Juste avant la pandémie, en 2019, c'est revenu fort en moi de retourner accompagner des gens sur le chemin. Puis je crois que ce n'est plus tant pour moi que je le vis que pour la transmission. Qu'est-ce que tu as l'impression de transmettre? De permettre aux gens cet abandon-là. OK. Ça leur donne une sécurité qui leur donne envie, qui leur donne la possibilité de partir? Oui, parce que composteur, c'est sûr qu'on peut le faire par soi-même. Je l'ai fait à 20 ans. Il y a des gens de tout horizon, de tout âge qui vont le faire d'eux-mêmes. Il y en a qui ont peur quand même. Oui, de par la langue, de si je me blesse, si je me perds. Donc, avec Spiritour, c'est des petits groupes d'environ 10 à 15 personnes, donc très intimes, où ce qu'on respecte le rythme de marche de chacun. Moi, je suis là pour expliquer le chemin. Les gens sont libres de partir. De faire un petit bout, puis prendre le taxi. Bien, en fait, c'est principalement de marcher qu'on fait. Si jamais ils viennent être blessés, ils peuvent prendre le transport, mais on le fait de façon traditionnelle, mais organisée. OK. Donc, avec notre sac à dos, on marche d'une journée à l'autre. Je suis là pour les sécuriser. Les flèches, en fait, c'est un peu ça, hein? C'est les flèches. Quel sens on donne à notre vie? Ah oui. Comment est-ce qu'on se donne un objectif puis qu'on fait un pas devant l'autre? Marilyn, ça nous donne le goût de partir avec toi. Mais là, il est déjà temps de se dire au revoir. Sur un autre chemin. Oui, on va se voir dans d'autres lieux, d'autres temps, d'autres circonstances. Mais je tiens à te remercier de nous avoir transmis ton feu. Oui. Il s'est allumé il y a 21 ans, mais il est encore tout aussi ardent. Merci pour ton témoignage, ton envie aussi de nous ouvrir des horizons. À tout âge, c'est possible de se dépasser, très jeune ou encore un peu plus âgé. Merci d'être venu à cette émission et pour notre plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.